Merci. Soyez un peu actifs pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Oui, 2 personnes pour me répondre rapidement. Pourquoi vous êtes là ce matin? Et avant de partir, qu'est-ce que vous voulez savoir avant de partir? Parce que j'ai aussi l'habitude de ne pas suivre mes modules de formation. Parce que on n'est pas à l'école. On dit qu'on a un programme, à la fin de l'année, on va nous évaluer. Non. Et que des fois, le programme, même, on ne comprend rien. Racine carrée de ici, les cosinus, on ne comprend rien. Mais je préfère que ça soit un peu plus vivant pour que quand quelqu'un va partir, personne puisse savoir qui ou quel a eu quelque chose avant de partir. Oui, mon cher ami, le nom et ce que votre objectif. Alors, moi, c'est Massi. Alors, par rapport à ce module de formation, mon entreprise qui est en cours, qui est dans la procédure de s'enregistrer à la CCI, j'aimerais avoir les meilleurs conseils dans le domaine pour voir comment, quand une entreprise doit entamer cette procédure et pourquoi une entreprise doit entamer cette procédure. Donc, vous avez l'idée de création d'entreprise, et maintenant vous voulez savoir ce qu'il faut savoir au début et ne pas faire des erreurs. Vous êtes à la bonne place. Félicitations. Ça vous permet de ne pas avoir une entreprise non ligne, comme je l'ai dit souvent. Alors, il y a un deuxième monsieur derrière. Oui. Maman aussi. Ok, on va prendre. Oui. Oui. D'accord, merci. Je disais, moi, c'est Yabi. Et par rapport à la fiscalité, ce que moi, je voulais savoir, c'est de nous parler sur les impôts, les avantages que les entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, les avantages que nous avions, et au niveau de l'impôt surtout. Comme ça, et quel type de structure nous devions pour ne pas tomber dans les erreurs dans le futur. Merci beaucoup. Je suis dans l'agile. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est que l'agile. Il faut expliquer. Mais la dernière fois, quand on présentait le tronc des produits locaux à la télé, ils ont parlé de très petites et moyennes entreprises. Donc, j'aimerais savoir où est-ce que nous, on sera classé. Merci. Merci beaucoup pour vos différentes interventions, vos questions. À noter, il y a une personne qui veut savoir si elle veut créer une entreprise, comment faire. La deuxième personne, une entreprise dans le thème de l'agriculture. C'est ça, non? Ce qu'il faut faire. Et maman qui voulait savoir la classification d'une très petite entreprise, ça c'est quoi, moi? D'accord, merci. Donc, moi, c'est M. Elinonson, je suis responsable de société comptable agréé fiscaliste. Donc, nous allons entamer premièrement par parler des régimes fiscaux que nous avons. Au Togo, nous avons particulièrement 2 grandes majeures, c'est comme je le dis toujours, c'est l'impôt, ou bien la structure de l'impôt, c'est comme une maison à étage. Donc, nous avons 2 particulièrement, il y a le réel et la TPU, c'est-à-dire la taxe unique professionnelle. Le réel et la TPU. Le réel, c'est souvent les sociétés. Quand on dit société, c'est les SA, les SAR, ouais, les SAS. Donc, 2 personnes, ou bien une personne qui se met en train de créer une société. Dans les sociétés, nous avons ce que nous appelons les statuts obligatoirement. Donc, eux, ils sont d'office au régime réel. Maintenant, il y a 2 types de régimes. Dans le réel aussi, il y a le réel avec TVA et sans TVA. Alors, le réel avec TVA, ça veut dire qu'il y a la facturation de la TVA et la TVA c'est à 18%. Le réel sans TVA, ça veut dire que la personne n'a pas l'obligation de facturer la TVA. Donc, lorsque votre chiffre d'affaires est entre 0 et 60 millions et que vous êtes une société, donc vous n'avez pas l'obligation de facturer la TVA. Mais du moment où votre chiffre d'affaires dépasse 60 millions, automatiquement, même si c'est au cours d'une année, le mois dans lequel plutôt,
vous avez dépassé la barre de 60 millions, vous commencez déjà par faire la facturation, vous écrivez à l'OTA pour une régularisation de la situation. Jusque-là, c'est bon? D'accord. En plus, vous pouvez décider d'être au réel avec TVA, même si votre chiffre d'affaires est de 0. Donc ça, c'est un choix, comme les jeunes entrepreneurs le font pour participer au marché public, c'est un choix. Secondo, il y a des entreprises où la loi les oblige d'être au réel avec TVA, comme nous, les experts comptables, les avocats, ou ceux qui font de la prestation intellectuelle, les professions libérales, ont une obligation d'être au réel avec TVA, peu importe leur chiffre d'affaires. La TPU est scindée en deux. Donc, nous avons la TPU forfaitaire et la TPU déclarative. Forfaitaire, forfait. Donc, eux, c'est les établissements. Donc, une société ne peut jamais être en TPU. Maintenant, un établissement peut être en TPU ou être au réel, si lui-même il la décide ainsi. La TPU est scindée en deux. Donc, nous avons les entreprises où le montant est de 0 à 30 millions. Si votre chiffre d'affaires, la somme totale de vos ventes est de 0 à 30 millions, donc vous êtes où? En TPU forfaitaire. Donc, si vous êtes entre 30 millions et 60 millions, maintenant vous êtes en TPU déclaratif. Comme je le disais, à partir de 60 millions, au-delà, vous êtes obligatoirement au réel avec TVA. Peu importe si vous êtes établissement ou pas. D'accord. Maintenant, la question de très petit entreprise, micro-entreprise, ainsi de suite, c'est un classement d'ordre juridique. D'ordre juridique ou bien un classement d'ordre organisationnel qui permet de le faire. Mais sur le plan fiscal, il n'y a pas cette option-là. Sur le plan fiscal, il y a l'établissement, comme les établissements, nos mamans qui vendent dans le marché, qui ont des étalages, vous voyez, ceux qui font alimentation générale, eux, ils ont les mains dans les établissements des entreprises individuelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il y a les sociétés. Et maintenant, dans la nomenclature, on peut dire une personne qui a une seule société, il est la seule personne dans l'entreprise que son chiffre d'affaires ne dépasse pas peut-être 10 millions là, on peut le classer selon un fait statistique. L'État fait sortir des lois pour pouvoir mieux structurer l'économie d'un pays. Donc c'est pour cela qu'il peut dire, ok, quand une entreprise dans un secteur donné a un chiffre d'affaires de temps et tel nombre de salariés, disons qui sont une micro-entreprise. Souvent, ce sont ces statistiques-là qui permettent à la banque de voir s'ils vont faire des prêts, à quel niveau, et c'est ça qui permet de voir l'économie nationale, sous-régionale, ainsi de suite. Donc, c'est juste ça. Oui, c'est ça. Si vous êtes seule personne, c'est-à-dire que vous êtes à vous seul. C'est-à-dire que vous êtes un travailleur indépendant, en fait, c'est un peu ça. Vous êtes travailleur indépendant, mais du moment où vous créez votre entreprise, soit vous le créez en tant qu'établissement, soit vous le créez en tant que société. Maintenant, votre chiffre d'affaires, maintenant vous dira si vous êtes en TPU en tant qu'établissement ou bien réel sans TVA en tant qu'établissement. Donc la nomenclature là ne se fait pas sur le plan fiscal. Maintenant, c'est sur le plan juridique, sur le plan nomenclature étatique, pour pouvoir savoir dans la sous-région quel type d'entreprise, quel est l'écosystème, pour que la banque puisse savoir comment faire des prêts. Et que c'est ça ce qui permet de classer des grandes entreprises, des PME, PMI, entreprises intermédiaires, entreprises micro-entreprises. Vous voyez. Donc, on y va. Le classement des régimes, en haut, nous avons ceux qui, il y a le régime réel avec TVA, qui est en haut, le saumon au Togo. Sachant que la façon dont le code togolais est écrit, ou bien la nomenclature togolaise, elle est différente dans chaque pays. Donc, ce n'est pas obligatoirement ce qui se fait ici, qui se fait. Auparavant, c'était trois. Nous avons le réel, le synthétique et la TPU. Donc, après la réforme de 2019, nous avons simplement que deux qui sont encore scindés en deux. Donc, nous avons le réel avec TVA en haut. Après, nous avons le réel sans TVA. Nous avons ensuite
le système déclaratif pour les établissements. Et en bas, nous avons la TPE. Donc, quand vous voyez un traitement de payer ses impôts, c'est normal, parce qu'il fait une activité économique. Donc, ça veut dire quoi? Il est dans le forfait. Quand vous voyez les alimentations générales que vous avez, souvent, il y a des jeunes qui font des plats à porter. C'est ça, non? Ah, eux, ils sont un établissement, système forfaitaire. Si vous voyez, par exemple, un atelier de couture, vous voyez, de couture, de tresseuse, qui commencent par payer les impôts, c'est les établissements. Donc, quels sont les différents types d'impôts que nous avons? Nous avons différents types d'impôts. Il y a des impôts qui sont liés à l'État, des impôts qui sont liés aux collectivités. Donc, comme impôts liés à l'État, nous avons l'impôt sur les sociétés, la taxe sur valeur ajoutée, les véhicules, la taxe sur les véhicules à moteur, l'impôt minimum forfaitaire, et les revenus sur les transports routiers. Donc, ce sont des impôts. Quand nous le payons, c'est à l'État. Donc, c'est ça. Ça veut dire que c'est grâce à ça qu'on a subventionné l'école maintenant que l'école c'est gratuit. C'est grâce à ça que moi et le docteur, nous sommes là, nous avons pu fréquenter. On nous a enseigné. Je ne sais pas si ton docteur a eu la chance d'aller à l'école publique. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école publique. C'est grâce à ça que moi, donc, quand on crie qu'on perd un peu, on perd un peu, mais on voit l'État de faire l'État fait beaucoup de choses. Ok, c'est grâce à ça que nous avons les hôpitaux, c'est grâce à ça que nous avons les routes. Donc, en tant qu'individu, on doit aussi chercher à faire quoi? À faire de notre mieux pour payer au moins les impôts. Les impôts locaux, heureusement, il y a la décentralisation. À chaque quartier de Lomé, maintenant, il y a les communes et les maires. Donc, eux aussi, ils ne doivent pas obligatoirement attendre l'État pour que l'État les subventionne. Donc, il y a des impôts que nous payons qui sont directement alliés à eux. Donc, par exemple, la taxe foncière. Parce que vous habitez dans un quartier, vous êtes propriétaire de terrain quelque part, les impôts que vous payez sur l'habitation, c'est ça qu'il y a la taxe foncière qui sont directement versées à eux. Il y a aussi la taxe d'habitation. Quand vous êtes Togolais, vous vivez au Togo, vous devez, même si vous n'avez pas votre propre terrain, mais votre propre habitation, quelque part, que vous vivez en tant qu'opérateur économique, vous devez payer la taxe d'habitation. Et ça varie de 2 000 francs jusqu'à 30 000, 40 000, etc. En fonction de votre maison. Si c'est 8 chambres, c'est différent. Si c'est donc, si c'est chambre salon à étage aussi, c'est différent. Donc, à part ça, nous avons aussi la TPE elle-même dont on parle, c'est des impôts de la collectivité. Nous avons la patente, les droits de voirie et la taxe spéciale sur les tourismes. Il y a 8 taxes aussi qu'on avait enlevées, c'est la taxe d'enlèvement d'ordures. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Auparavant, il y a la mairie qui circule souvent gratuitement. Ces temps-ci, ça a diminué. Voilà. Ça a diminué. Donc, c'est plus ou moins ça. Il faut s'ouvrir. Donc, les sociétés privées reviennent sur le terrain. Auparavant, ils avaient disparu. Maintenant, ils reviennent. Donc, c'est la suppression de cette taxe-là qui a fait que ça a été comme ça. Donc, il faut savoir qu'il y a des taxes qui sont liées sur le chiffre d'affaires que nous faisons. Quand nous faisons notre chiffre d'affaires, il y a des impôts qui sont soit alliés à cela, en fonction de notre régime précédemment établi. Donc, il y a la TVA, comme je viens de le dire, mais la TVA, ce n'est pas toutes les entreprises. Par exemple, la banque ne prend pas la TVA. Lui, il prend la taxe sur l'activité financière. Les assurances, ils ne prennent pas la TVA. Eux, ils prennent l'impôt, la taxe sur l'activité d'assurance. Vous voyez, il y a des fois aussi les billets, quand nous prenons des avions, il y a des taxes là-dessus qui n'ont rien à voir avec la TVA. Donc, ce sont des taxes qui grèvent le chiffre d'affaires ou bien l'activité que l'on fait. Ça peut aller? Donc, après ça, nous avons la tarif sur la convention d'assurance et les droits d'enregistrement. D'accord.
Je ne vois pas noter. La mémoire, elle est un peu fragile. Ok, donc je vais faire un récapitulatif qui va me récapituler dans 2 secondes ce que j'ai dit. Allez, récapitulez-moi ce que je viens de dire par rapport au régime et aux impôts locaux et aux impôts de l'État. On y va. Oui, madame. Vous avez parlé de 2 régimes fiscaux. Il y a le réel et puis la TPU. Le réel est scindé en 2. Réel avec TVA et sans TVA. La TPU est scindée aussi en 2. Le forfaitaire. Maintenant, le second, je ne l'ai pas saisi. Merci. Le forfaitaire et le déclaratif. Donc, au moins, si vous allez à la maison avec cette information, c'est déjà bon. Donc, ça veut dire à ce niveau-là, la formation est bon. Oui, madame, vous avez dit qu'est-ce que c'est? Oui, moi, j'ai retenu quelque chose, mais je voulais qu'il complète. Il a dit que c'est grâce aux impôts qu'on construit les écoles, il faut aussi dire que c'est grâce aux impôts que nous sommes payés. Les fonctionnaires? Oui. Ah, quand je ne suis pas fonctionnaire. Les fonctionnaires sont aussi Payés par, effectivement. Parce que au Sénégal, par exemple, les gens ont leur voix. Et au Sénégal, à l'Assemblée, même si tu ne comprends pas français, tu peux être député parce que tu parles la langue du pays. Et même si tu parles une autre langue que les gens ne comprennent pas, parce que toi tu dois parler là, on va prendre un interprète pour toi. Ici, on ne le fait pas. Mais on oublie que les députés, les ministres, les quoi, ils sont payés parce que nous avons payé nos impôts. Eux aussi, ils payent les impôts. Ouais. Mais si ils payent les impôts sur le salaire, s'ils n'ont pas de salaire, ça veut dire qu'ils ne vont pas payer les impôts. Alors que nous travaillons sous le soleil pour payer les impôts, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on se rappelle que les gens ne marchent pas sous les pieds en disant qu'il est ministre, qu'il est député, et puis riche sur les autres. Il faut que souvent les gens sachent que ce que la petite dame fait coulis là, ça permet à ce que l'autre lui survive très bien dans sa maison. Donc, merci. Merci beaucoup pour ce rapport instructif. Et aussi, il faut noter que c'est pas comme on ne crée pas forcément une entreprise pour payer l'impôt. Ce n'est pas ceux qui ont une entreprise qui paient l'impôt. Même quand nous allons acheter les bics, les cahiers, tout ça dans le supermarché, on paie déjà la TVA sans le savoir. Donc ça veut dire que si vous avez... Oui, nous sommes des contribuables quand nous sommes consommateurs. Donc ce n'est pas à l'OTR qui ne signifie pas qu'on n'a jamais payé de l'impôt. Quand tu achètes ton animal de 50 francs, tu as déjà payé l'impôt dedans. Donc soyez fiers d'être Togolais. D'accord? Ok, la structure de l'IRPP. L'IRPP signifie impôt sur le revenu des personnes physiques. Personnes physiques. Donc, souvent les établissements, quand on parle d'une personne physique, quels sont les revenus qu'il peut avoir? Une personne physique, quels sont les revenus qu'il peut avoir et comment l'impôt se calcule? Donc, nous avons les revenus d'emploi. Emploi, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il est salarié et on lui paie un salaire. On est d'accord? Ou soit, il est gérant dans une société et il reçoit des allocations. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Donc, ce sont les revenus qu'une personne peut avoir. Après, nous avons les revenus fonciers. C'est-à-dire, il est propriétaire d'une maison et à la fin, il reçoit quoi? Le loyer. En fait, ils ont pensé à tout pour que l'impôt ne les échappe pas, quoi. Ils savent qu'à quelqu'un dit, soit c'est salaire, soit tu as ton salaire, ou bien, soit tu es directeur de société et tu te dis qu'il n'y a pas de salaire, donc tout ce que tu reçois comme avantage là, on impose. Ou soit toi-même, tu as construit ta retraite, tu as ton soldat, c'est ce qu'on dit, non? Oui, et tu reçois le loyer. Donc, ils ont mis tout ça là. Il y a aussi les capitaux mobiliers. Il y a des gens qui ont de l'argent bien, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Et ils mettent ça à la disposition des entrepreneurs, des entreprises. Et à la fin, on leur donne quelque chose en fonction du résultat de l'entreprise, comme dividende. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça là aussi sont des moyens de revenus. Maintenant, il y a les revenus d'affaires. Quelqu'un qui fait les affaires. Donc, revenus d'affaires, par exemple, les établissements, ils font eux-mêmes des affaires. Tu fais une affaire, tu vends, tu transformes des produits agricoles, des affaires.
Donc, eux, ils ont dit quoi? Ce sont des BIC, bénéfices industriels commerciaux. Nous avons le bénéfice agricole, comme notre frère qui vient de lui, il est à la ferme, ainsi de suite. Les bénéfices non commerciaux, comme nous maintenant, on fait, c'est la prestation intellectuelle. Ce n'est pas le commerce, ce n'est ni l'industrie, ce n'est la nourriture. Donc, ce sont les catégories de revenus d'une personne. Ça peut aller. Est-ce qu'on se comprend? Bénéfice industriel et commercial. Soit tu transformes un produit, ou soit tu fais le commerce d'un produit. BNC, bénéfice non commercial. Comme les avocats, les ingénieurs, les chasseurs-têtes, ils sont preuve des prestataires de services. Le BA, c'est le bénéfice agricole. Donc, soit ce sont des revenus liés aux affaires. Donc, tu fais affaire, ça, c'est ça. Donc, pour être riche, il faut faire au moins essayer d'atteindre les 8 catégories de revenus. Donc, si quelqu'un, c'est son salaire simplement qu'il a, ça veut dire qu'il a seulement qu'un pied sur 8. Donc, on va chercher d'avoir tout ça là, avec le temps. C'est ça, non? Super. Donc, comment se calcule la TPU? Je pense que là, il y a beaucoup de personnes en TPU. La TPU, il y a les commerçants, les producteurs, les artisans, les transporteurs et les prestataires. Maintenant, lorsque votre chiffre d'affaires est en deçà de 30 millions, c'est-à-dire vous êtes en TPU forfaitaire, il y a une grille déjà préétablie à l'OTR. Il voit votre chiffre d'affaires et il vous donne le montant. Donc, c'est une grille, quand vous avez là-bas, il vous donne le montant. Donc, il n'y a pas trop de gymnastique à faire. Je sais pas si vous comprenez. À la fin de l'année, si votre chiffre d'affaires, c'est 2 millions, 15 millions, 20 millions. Maintenant, OK, eux-mêmes, ils voient sur la ligne, OK, c'est ici, ils vous donnent le montant. Mais pour le déclaratif, c'est 30 millions, 60 millions. Donc, pour ceux qui font le commerce général, le taux souvent, c'est 2%. 2% sur votre chiffre d'affaires. Et ceux qui sont dans le domaine de service, c'est 8%. Oui, madame. Non, si c'est 200 000, 100 000, il n'y a pas de souci. Oui, on va calculer sans mention. Mais c'est un peu bizarre qu'on n'atteint pas le million. Oui. Donc, c'est un peu le petit bémol. Avec l'agent d'impôt, il faut s'expliquer avec lui, il va comprendre quand même. Ça peut aller. Parce que il faut lui expliquer que ce n'est pas peut-être votre seule source de revenus. Mais si c'est votre seule source de revenus, c'est compliqué. 1 million, ça fait 1 million 200, ça fait 100 000 francs le mois. Donc, vous voyez, on va vous demander. C'est pour ça, des fois, les impôts en griffin. Il faut être ami avec des gens. Mais avec certains groupes de personnes, il faut l'être avec ruse. C'est ça, si vous comprenez. Si toi et moi, on a beaucoup fréquenté et tu deviens agent d'impôt, là, il n'y a pas de souci. C'est parce que notre amitié a débuté bien avant le fait que tu es devenu agent d'impôt. On est d'accord. Mais si tu es agent d'impôt avant qu'on devienne ami, il y a des informations que je ne dois pas te donner. Par exemple, un agent d'impôt vient, vous êtes ensemble, vous causez, comme madame dit, je n'arrive même pas à souvenir. Mon chiffre d'affaires n'atteint même pas 1 200 000 francs le mois. Alors que bientôt c'est la rentrée, où les enfants commencent par déjà commencer. Et peut-être que tes enfants, l'école là, c'est 300 000 francs. Et que tu as 4 enfants. Déjà, tu vois comment tu fais pour les scolariser. Ta maison, déjà comment tu fais. Peut-être la voiture que tu as même amenée aux impôts. Alors que tu dis que c'est ça qui te fait nourrir. Des fois, il nous pose comment va la famille, est-ce que les enfants ils vont bien. Tu vois, il pose des questions pour te familiariser. C'est normal. Pour que tu puisses te désarmer, tu te sens à l'aise, que tu ne commences pas à parler. Tu parles bien. Il recueille des informations pour essayer de voir si vraiment ce que tu penses. Il faut que l'amitié aussi puisse être un peu... On se comprend? D'accord. Parce qu'il faut que ça soit purement professionnel. Maintenant, la deuxième partie, comment tirer profit des avantages fiscaux? Il faut savoir que
Dans le code, nous avons des avantages que le code même nous donne lorsqu'on lit bien. Et la loi nous donne la largesse de l'exploiter. Mais le faire à tort et à travers aussi est une mauvaise chose. C'est-à-dire minimiser le chiffre d'affaires. Vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. Si on vous prend pour ça, ce n'est pas... Ou bien faire des détournements de fonds, ainsi de suite, ce n'est pas une bonne chose. Donc on peut déclarer 100% chiffre d'affaires qu'on fait, tout ce qu'on fait. Mais avec le code même, avoir des économies d'impôts. Donc, comme on le dit, l'IMF, c'est l'impôt minimum forfaitaire qui est payé souvent au niveau du réel. Au niveau du réel, c'est-à-dire quoi? Lorsque l'impôt sur les sociétés, actuellement, c'est 27%. Lorsque vous faites une activité et que à la fin de l'année, vous avez un bénéfice, donc vous payez 27% sur le bénéfice. À défaut que vous payez les 27%, vous devez payer au moins 1% du chiffre d'affaires. Remarquez qu'on avait dit au niveau de la TPU, pour ceux qui font le commerce négo, c'est 2%. C'est ça, non? Ok. Et ceux qui font le service, c'est 8%. Donc, ce qui fait qu'au niveau du c'est 1%. Je ne sais pas si on se comprend. Je dis au niveau du réel, l'IMF, le minimum à payer, c'est 1%. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Donc déjà, il faut voir. Ce n'est pas parce qu'on dit en TPU ou bien on dit que c'est petit que ça vous a. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Déjà au niveau du taux, le réel est déjà avantageux. Parce que si on prend le chiffre d'affaires, au niveau de la TPE déclarative, si on prend la TPU au niveau du système déclaratif, on a dit quoi? Ceux qui font la négoce, le commerce, c'est 2%. Ceux qui font les prestations de services, c'est 8%. Mais ici, on vous dit que vous devez payer 1%. Lequel est bon entre nous? Réagissez là. Lequel est bon? 1%, 2%, 8%, lequel est bon? Hein? 1% est bon. Vous voyez, donc vous devez avoir ça en tête, premièrement. Maintenant, le 1%, là, on le compare à votre bénéfice que vous avez. Ça vous avez dit sur le bénéfice, on paie 27%. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à la fin de chaque année, ou bien quand vous tirez vers la fin de l'année, il faut aussi voir, il faut demander des conseils pour savoir sur quelle approche il faut faire. Parce que ce n'est pas parce que le TPU est petit, le petit échelle, qui veut dire obligatoirement que les impôts que vous allez calculer, payer seront moins. Quelqu'un peut être en haut et payer moins d'impôts que celui qui, soi-disant, TPU, pour la reconnaissance de tout ça là. D'accord? Maintenant, la loi nous permet, comme c'est la première exercice, on ne connaît pas, on vient juste d'acheter les équipements, on vient juste d'ouvrir, on n'a pas encore, mais pas de clientèle. La première année, c'est difficile de faire un résultat, à moins qu'il y a déjà un marché qui nous attend, c'est pour ça qu'on appelle la société. Et souvent, ce n'est pas les jeunes entrepreneurs que ça arrange. C'est la personne, il est déjà dans le domaine, on le connaît, il a ça, il a créé la société pour ce marché-là, ça c'est notre cas. Souvent, la première exercice, il y a souvent de pertes. Donc, la loi permet à ce que, comme il n'y a pas de bénéfice de 7%, donc vous ne payez pas l'IMF là. Le minimum la première année, la loi vous laisse. Déjà, à partir de la deuxième année, on ne commence pas à décompter. Est-ce que c'est un peu clair? Donc, c'est les avantages. Donc, il se pourrait que vous allez aux impôts, l'agent d'impôt ne sait pas quand est-ce que vous avez créé l'impôt. Créer la société, vous calculez l'IMF pour ça. Donc, vous devez être regardant sur ça. Ce sont des choses qui arrivent. Par exemple, si on prend aussi la patente. La patente, même la TPU, les 2 premières années, c'est honoré. On ne le fait pas. C'est-à-dire, si vous avez payé ça en 2021, vous ne payez pas TPU 2021, vous ne payez pas TPU 2022. C'est en 2023. Mais si l'agent d'impôt ignore, ou bien lui, il a beaucoup de travail, donc vous êtes là, vous voulez avoir votre situation. Donc lui, il va vous mettre ça simplement. Donc c'est à vous de lui dire non, je viens de créer ça telle année. Sinon, ça rentre dans la caisse de l'État. Ce n'est pas dans sa poche quand même. En fait, c'est ça qui est un peu bizarre. Ce n'est pas dans sa poche. Donc il n'est pas malhonnête. Et ça, si on se comprend.
Il n'est pas humain. L'erreur est humaine. Donc, vous allez payer ça pour l'État. Donc, il faut savoir, quand vous payez la société, si vous êtes au réel, l'IMF la première année, vous ne payez pas. La patente, pour les 2 premières années, en fonction du code actuel, vous ne payez pas. Si vous êtes en TPE, les 2 premières années TPE aussi, vous ne payez pas. Maintenant, heureusement aussi, lorsque nous allons enregistrer notre entreprise au niveau de la CFE, on ne paie pas le droit d'enregistrement sur les statuts. Auparavant, on payait. C'est-à-dire, lorsque ton capital est de 1 million, 5 millions, 10 millions, tu paies le droit d'enregistrement qui est de combien? 2%. Donc maintenant, il n'y a plus ça. Même il n'y a plus même les timbres sur les statuts, il n'y a plus ça, mais il n'y a plus ça. On est d'accord? 2 personnes, et toi seul dans ta chambre, tu peux écrire ton statut et venir déposer. Tu le fais le matin, le soir, c'est bon. Donc, le Togo est le pays le plus rapide dans la sous-région. Pour ceux qui ont bien voyagé, pour comprendre qu'on peut ouvrir facilement. La fois passée à Abidjan, on a fait au moins 2 mois parce qu'on a pris une hôtel qui a fait ça, il a dit qu'il va aller dans la justice, faire SSM, des choses comme ça. Et il faut aussi avoir de l'argent sur le compte bancaire. Quand on est parti là-bas, ils disent que l'argent, on ne touche pas 500 000, ça dit 500 000 à 1 million à fonction de la banque. Pour que quand la société va en cessation, au moins l'impôt puisse prendre ça là en attendant. Oui! Au moins puisse prendre ça pour payer les tierces personnes. Donc la banque te garde l'argent là. Tu ne touches pas. Oui. Alors qu'au Togo, tout est facile, tout est bon. Donc, on remercie le gouvernement pour ça. Autre avantage. Pardon. Oui, maman. Ce qui n'est pas bon, c'est la TPS. C'est dans la sous-région, c'est presque la même chose. On ne refuse pas, mais le mot là, il faut penser. Je ne sais pas à quel niveau on doit s'adresser pour que ça soit plus rapide. D'accord. Vous voyez, vous avez raison. Mais notre mentalité ne nous arrange pas non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la sous-région, c'est 18%. En France, ce n'est pas 18%. C'est premièrement variable et c'est juste à 20% de proche. Ouais. Donc déjà, on est dans de bonnes conditions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On avait diminué ça en 2018, 2017-2018, on avait diminué sur certains équipements, comme les ordinateurs, ainsi de suite. Les fournisseurs n'ont pas diminué le prix de vente. Ils n'avaient pas diminué le prix de vente. Ce qui fait l'État a vu que, oui, il a diminué, ils ont diminué jusqu'à 10% sur le riz, sur certaines choses, en ce moment-là, beaucoup de choses, quoi. Mais les fournisseurs n'ont pas diminué le prix. Donc l'État préférait quoi? Quand je reprends mon argent, c'est mieux. Parce que quand l'État a diminué les taux, ils ont fait ça en variant, ainsi de suite. Pour que ça puisse aider les gens. Parce qu'il y a certains équipages, si vous allez à Abidjan, tout ce qui est électronique est moins cher là-bas. Par rapport au Togo. Ça, c'est clair. Vous voyez? Donc, c'est des choses que l'État aussi a voulu faire pour qu'il y ait certains secteurs qui puissent être boostés. Donc, ce sont des coups de main au secteur. Mais, les fournisseurs, nos vendeurs, tout ça, comme pour eux, ça a augmenté leur marge bénéficiaire, quoi. Donc, ils ont fait ça juste une année, maximum 2 ans, quoi. Et l'État a repris. Donc, ce n'est pas affaire de l'État dans ce cas, c'est nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est ça. C'est à cause du Covid, maintenant, qu'ils ont diminué beaucoup les systèmes. Actuellement, à cause du Covid. Après le Covid, ils seront là. Donc, là, c'est ça. À cause du Covid, 10% sur les hôtels. Donc, même maintenant, le taux sur la revenu du loyer, ils ont diminué ça aussi, toujours à cause du Covid. C'était quand vous louez quelque part, la revenu, c'est 8,5% par an. Même maintenant, ils ont diminué ça à 8,75%. Donc, c'est plus ou moins ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pour ceux qui sont. Il y a aussi l'État qui donne à une entreprise la facilité de faire des dons. Des dons humanitaires. Donc, les dons sont déductibles jusqu'à 3%. C'est-à-dire, les dons qui sont liés au Covid, c'est déductible à 100%. Donc, vous pouvez le faire. Il y a quelque chose que les gens oublient. C'est enregistré. Mon frère, c'est enregistré. Bien sûr. Ok, je vais dire ça de façon plus professionnelle. Ok. L'État donne le droit aux entreprises de faire quoi? D'avoir certaines factures, c'est-à-dire de jouir de certaines prestations jusqu'à 3 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. J'explique.
Les frais d'hôtel, les frais de restauration, manger quoi. Oui. Parce que des fois, pour les affaires, vous devez faire appeler à dîner d'affaires. Donc, c'est tout moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je dis. Les entrepreneurs qui sont surtout au réel, tout ce que vous faites, il faut avoir des factures. Ça va nous servir, nous, quel que soit le cas. On nous dit, si je présente une facture de restauration d'actifs, est-ce que le TR est là pour savoir si c'est moi qui ai mangé ça avec ma famille ou bien c'est un que j'ai amené? Entre nous, est-ce qu'il le sera? Non, c'est fini. On me donne le droit de déduire tout ça là jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. Donc, je le déduis, j'en jouis, c'est un droit pour moi. C'est pour cela que les riches sont toujours riches et ils ne paient pas d'impôts. Parce que tu vas voir, il va aller à Hawaï, ou bien il va aller, comment dit-on, il va pour rendez-vous d'affaires. Ou pour signer un contrat. Peut-être il rencontre juste la personne une seule fois et il part 3 jours, 1 semaine là-bas avec sa femme, ses enfants. Et c'est l'entreprise qui comptabilise. De toute façon, on se comprend. Parce que la loi nous permet dans la limite du droit de le faire. Il y a aussi une deuxième chose. Nous avons des voitures. On doit utiliser c'est un reçu de carburant. Parce que la loi sait que le droit sait ou bien le fiscaliste sait que le directeur a besoin de carburant pour rouler. Donc, collecter au maximum. Même c'est qu'on appelle ça des charges mises, c'est-à-dire les téléphones, les affaires téléphoniques. Aucune entreprise ne peut exercer sans appeler les clients de ça. Donc, les petits que tu achètes chaque jour, il faut les comptabiliser. Les carburants, il faut les comptabiliser. Il y a des choses qui sont des charges mises, qui sont comment. En fait, c'est le défaut d'avoir des factures qui ne nous permettent pas d'en jouer. Donc, quand vous êtes au réel, faites tout pour avoir des factures, même si c'est privé, tout, faites tout. Et maintenant, amenez ça à votre comptable. S'il est un bon comptable, il saura comment utiliser ça. Donc, ce genre de frais, la loi vous permet de déduire ça jusqu'à 3 les 2 tiers sont déductibles. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple, si vous avez une totale de facture de 300 000, ça veut dire quoi? La loi vous permet de déduire dans le prix de votre résultat 200 000, 2 tiers. Donc, c'est à vous de faire déficit. C'est ça même que je dis, c'est à vous de faire déficit votre plan. Si vous avez des factures justifiées, des factures jusqu'à 1 million, à l'aise. Si vous êtes à 200 000, c'est aussi à votre choix. On continue. Est-ce que jusqu'on se comprend? Je ne dis pas d'aller amener des factures des voitures que vous n'avez pas. C'est comme quelqu'un, on était parti faire un audit au Niger. Oh, on a pris le relevé les carburants, les bons de carburant, et on a comparé, on a essayé de comparer ça au relevé de kilométrage. Il n'y avait pas de proportionnalité. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la voiture n'a pas roulé. Mais vous avez beaucoup de bons d'essence que vous avez distribués. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, comme tu as dit que c'est le désert, des fois, la voiture, dans le stade, tu gagnes. Ça, c'est qui veut que ça consomme. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut le faire, mais de façon intelligente. Il ne faut pas aussi le faire de façon trop bizarre. D'accord? Aussi, la loi vous permet, quand vous avez un déficit au cours d'une année, de les déduire les années à venir jusqu'à l'infini, jusqu'à concurrence de 50%. Et ici, vous avez un déficit de 1 million, donc vous pouvez déduire 500 000 l'année suivante si vous avez un bénéfice, ainsi de suite. Auparavant, c'était limité sur 3 années. Maintenant, c'est ouvert. Jusque-là, on se comprend? Oui, madame. Par rapport au carburant. Oui. Est-ce que c'est la voiture Oui. du directeur, du promoteur, de l'employé achetée ou bien dotée par l'entreprise, comprend, ou bien voiture individuelle? Par exemple, je suis DG de mon entreprise et la voiture n'est pas achetée par mon entreprise, c'est achetée par moi. Est-ce que je peux utiliser cette compte de carburant? A priori, oui. Et même vous pouvez même faire un contrat de location de votre voiture. Si c'était une voiture que vous avez louée, vous faites un contrat de location, vous mettez votre voiture à la disposition de l'entreprise. Donc, on doit c'est un contrat. C'est aussi possible. Mais il faut juste voir le ça de votre conseil pour voir comment mettre en place
Et des fois, même vos collaborateurs qui ont des voitures, qui ont des choses à vous leur demander de chaque fois qu'ils achètent, de vous donner ça comme un bon de carburant, ainsi de suite. Et c'est aussi ça. Ça permet de diminuer. Mais si c'est au nom si tu t'es au nom de l'entreprise, c'est obligatoire. Parce que des fois, ils considèrent ça comme des charges en nature. C'est pourquoi je dis là, maintenant, il faut me parler approfondir pour voir comment on va gérer. Mais dans tous les cas, c'est légitime. C'est légitime. On va te dire, il y a une formule à trouver. Si c'est charge en nature, ça dit c'est à 100% légitime. Si c'est on met ça comme vos avantages en nature, et ça on est 100% légitime. Parce qu'il y a déjà un peu de que vous allez payer là-dessus. Mais si c'est une charge mise ordinaire, là, c'est à ce moment-là que c'est légitime. Simplement, les 2 tiers sont légitimes, 1 tiers n'est pas légitime. C'est bon. Et parce que je me rappelle que lors d'un redressement, on n'avait pas, le directeur d'une voiture, on n'avait pas fait le contrat de location. Mais les entretiens de la voiture ont été rejetés par l'office, soit disant que l'entreprise, la voiture n'appartenait pas à l'entreprise. Je dis, ah bon, regarde, si c'était une location que j'avais là, ça me dit ça. Je dis, ok. Des fois, les redressements viennent nous réveiller. On ne va pas me frapper 2 fois sur un cas. Les situations se comprennent. Donc la personne, il a compris. Il a compris, mais en fait, de conmotion, c'est compris en avant. Donc, ça peut aller. D'accord. Il y a d'autres questions. Je pense que je vais m'arrêter ici. Il y a des questions. Il y a des questions? Oui, madame. Moi, j'aimerais savoir, par rapport aux impôts, Oui. Salut, Oui. sa première année, qu'est-ce qu'elle doit payer? D'accord. La première année, il paie tous les impôts normalement. Par exemple, il y a des impôts comme la TH qui est au nom du directeur, la taxe d'habitation qui est au nom du directeur. Les impôts sur le loyer, parce que la société doit être quelque part. On est d'accord. Si c'est un problème, si l'immeuble appartient à la société, c'est bon. Mais si l'immeuble est nouveau, il doit payer ça. Donc, s'il a des salariés, il doit payer les impôts sur les salariés. Oui, c'est ce que j'en ai. Il y a la DE qui est en fonction du droit, le droit d'enregistrement. Parce qu'on suppose que tous les contrats doivent être enregistrés. Donc, c'est ça aussi pas payant. Ça, c'est toujours en fonction du droit. Donc, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, c'est 39 000 ou 30 000. C'est les 2 prix qu'ils utilisent. Souvent, comme de façon naturelle. La retenue sur le loyer, c'est 8,75. Comme je viens de le dire sur le loyer. Si ton loyer c'est 15 000, il faut juste appliquer 8,75. Mais il faut rappeler que normalement, ce n'est pas à la charge de l'entreprise, mais c'est à la charge du propriétaire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à la charge du propriétaire. C'est pour le compte du propriétaire. Mais si le propriétaire ne comprend pas, vous êtes obligé de supporter. Mais ce n'est pas déductible. D'ailleurs, dans le résultat, quand vous allez déterminer votre bénéfice, ce n'est pas déductible. D'accord. Maintenant, il y a le droit d'enregistrement qui est 2% du loyer. Vous avez dit auparavant qu'il y a certains impôts qu'on ne fait pas parce que la première année. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas cité, c'est ça qui est l'IMF. 1% du chiffre d'affaires. Donc, quand vous faites la première année, vous faites votre activité, vous avez un bénéfice, là, vous allez payer l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est de 27%. Mais si c'est déficitaire, la première année, non. À partir de la deuxième année, vous calculez 1% du chiffre d'affaires à part, vous calculez aussi l'IS, les 27% sur votre bénéfice à part. Donc, vous comparez les deux. Quel est plus élevé? C'est ça que vous payez. C'est pas ça que je comprends. D'accord. Le prêt est plus élevé. Oui, c'est ça que vous allez payer. Entre l'IS et l'IMF. D'accord. Juste, il y a ouvert une parenthèse pour aborder le troisième point. Il arrive que le fisc fait des contrôles. C'est ça, non? Et on a tous peur des contrôles fiscaux. Ok. On doit savoir quels sont les contrôles fiscaux que le notaire fait. Il y a le contrôle formel, le contrôle sur pièce, le contrôle externe et le contrôle approfondi sur la situation fiscale de l'entreprise. Le contrôle fiscal, il est constitué par la s'assurer que toutes les rubriques des documents de façon du
documents renseignés. C'est quand vous allez faire une déclaration, ils vont voir par exemple sur la TVA si vous avez bien renseigné le DIF. Vous voyez, le quartier, est-ce que derrière, est-ce que vous avez renseigné les lignes des fournisseurs? Formellement, est-ce que tous les terrains c'est bon? Quand vous allez déposer votre DAS, votre déclaration annuelle de salaire, est-ce que c'est bien fait? Quand vous allez déposer vos états financiers, les bénéfices, total bilan, actif égal passif, c'est la présence qu'ils font. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Donc, il n'y a pas à avoir peur là-dessus. Maman, une minute. Il y a un contrôle sur pièce. C'est-à-dire quoi? Sur pièce, c'est ce qu'ils font actuellement pour le moment. Ils sont à leur bureau. Les informations que vous avez, ils contrôlent ça. Pour voir, par exemple, si on prend la DAS et les états financiers au niveau des salaires, est-ce que c'est la même chose que vous avez donné comme information? Est-ce que les informations que vous avez données avec votre secteur d'activité, parce que ce n'est pas ceux qui travaillent dans le même secteur d'activité. Est-ce qu'on se comprend? On prend un mois donné. Vous avez dit que vous avez déclaré, vous avez tout simplement fait 10 millions de chiffre d'affaires au cours du mois de février en termes de TVA. Alors qu'il y a une autre entreprise qui dit qu'il a acheté chez vous quelque chose de 50 millions. Oui, parce que quand vous facturez la TVA et que lui vous paye, lui doit aller récupérer. Vous voyez, donc ce sont des recoupements qui font, donc on appelle ça des contrôles sur pièce. Donc il faut essayer de revoir tout ça pour qu'il y ait une bonne. Donc on peut vous faire un redressement par rapport à cela. Les contrôles externes. Externes, ça veut dire quoi? Ils viennent, c'est-à-dire qu'ils chez eux, ils viennent dans votre entreprise pour faire des contrôles. Et ces contrôles-là, il y a ce que nous appelons les contrôles ponctuels. C'est un peu rare. J'ai une fois vu ça pour le moment dans ma vie. C'est-à-dire qu'ils viennent immédiatement, ils ne vous disent rien. Ils viennent, ils vous disent, nous sommes là pour un contrôle. Ça, c'est ponctuel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vendu une mèche, quoi. Les relations se comprennent. Il y a quelqu'un qui a vendu une mèche, vous avez eu des problèmes avec quelqu'un. Mais ça, c'est ça. Sinon, dans le cadre normal d'entreprise, tout va bien. Il y a quelles que soient les suspicions, ça, c'est très grave. Donc, c'est ça que nous appelons contrôle ponctuel. Vérification générale de la comptabilité ou vérification partielle. Ça aussi, ça fait partie de quoi? Des contrôles externes. C'est-à-dire, ils viennent partiels. Ils peuvent dire que l'on veut faire juste un contrôle sur votre TVA. Pour voir si vous avez déclaré votre TVA. Ou bien, ok, on est là pour vérifier la comptabilité générale. Donc, vous leur envoyez toute la documentation que vous avez et ils contrôlent tout pour voir si tout est en règle, tous les impôts, ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la procédure, comment elle se passe? On doit vous envoyer une notification normalement si c'est externe qui n'est pas ponctuellement 15 jours d'avance pour que vous vous préparez. Ils ont un document qu'ils appellent la charte du contrôleur. Ouais, la charte donc, du contrôleur, de la charte fiscale de contrôle. Donc, il doit vous donner ça. C'est ça qui vous permet de savoir vos droits et vos obligations. Vous avez le droit de vous faire représenter. Si on vous refuse de ne pas vous faire représenter, donc c'est tout ce qu'ils vont faire sera nul. C'est comme on le dit, les vices contractuels. Il y a le DOL. Qui sont les juristes ici? Non? Il n'y a pas de juristes. Il y a les capacités, c'est ça, non? Il faut que ceux qui sont les parties contractuelles, qui signent le contrat, soient des personnes quoi? Capables. Donc il y a des thèmes. Donc chez eux aussi, vous devez vous faire représenter. Vous avez l'obligation de vous faire représenter par un conseil. Et aussi, c'est une procédure contradictoire. Ça veut dire quoi? Quand ils vous disent ça, vous avez le droit de dire non. Et vous faites vos observations. Il doit vous écrire à la fin de la procédure, vous dites non, avec des preuves à l'appui, ainsi de suite. Et quand au niveau de l'inspecteur qui vient, vous n'avez pas qu'un coup de cause, vous ne trouvez pas terrain d'attente, donc vous pouvez aller dans le service contentieux. Souvent, c'est ça qui fait que les gens ont souvent peur. Moi, je n'ai pas peur de ça. Non, c'est ça. Si on n'est pas d'accord, on y va là où on va aller. Parce que le service contentieux, ce n'est pas simplement eux, leur service. Il y a quoi? Même les experts comptables dedans. Il y a d'autres corps de métiers qui se siègent pour cela. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, à peu près, c'est ça. Maman, votre question. Ah, oh, désolé. Je pensais que vous allez me dire.
D'accord. Donc, c'est ainsi pour faire mon speech. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis avec. Il n'y a pas de questions. Il y a une dernière question, je disparais. Ma question est celle-ci. Une entreprise qui a commencé sans TVA, Oui, sans TVA, oui. qui fait des produits de consommation de masse Oui. et qui ne facture pas la TVA. Maintenant, qui fait un chiffre d'affaires plus que 60 millions, donc il faudrait qu'il passe à la TVA. Maintenant, ce changement va se répercuter normalement sur les consommateurs, puisque c'est chez les consommateurs qui récupèrent la TVA pour l'État. Donc, le prix du produit doit changer ça. Oui. C'est ma question. Est-ce que ça doit changer ou bien est-ce qu'il y a une autre façon de faire? D'accord. Je vais te répondre sur deux plans. Premièrement, sur le plan fiscal et sur le plan anti-entrepreneur. Sur le plan fiscal, c'est obligatoire. C'est pas toi qui va même écrire quoi. Tu vas le mois à laquelle tu fais l'observation. Tu commences immédiatement par faire quoi? Par changer. La plus, il faut tenir une bonne comptabilité. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Quand il est dans l'origine, regarde, sans TVA. Première année sans TVA, deuxième année, sans TVA. Et je lui dis, comme c'est sans TVA, on n'a pas l'obligation de faire toutes les déclarations du mois. Ok. Janvier, je lui ai demandé de m'envoyer les pièces, silence radio. Donc c'est quand lui se réveille qu'il m'envoie les pièces. On est jusqu'à juin. Et on m'appelle. Il dit qu'il y a un courrier de l'État, il va aller prendre. J'étais parti pour prendre. Vous imaginez, de janvier à mars, 3 mois, il a fait 120 millions de chiffre d'affaires. Wow. Que je ne me suis même pas couché. Ça veut dire quoi? Première des choses, c'est quoi? Il est plus réel sans TVA. Il est réel avec un TVA. Et lui-même, ne sachant pas, il a déjà fait cette partie-là. Il vient déjà avoir validé, payé. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Donc, c'est pour ça ça m'a permis d'être encore plus regardant et exigeant sur la transmission des factures et la comptabilisation des factures. Il faut la comptabilité, surtout si vous êtes au réel, être un peu vigilant sur ça. Vous pouvez basculer d'un choix à un autre. Mais qu'est-ce qui s'est encore posé le problème? C'est que ce n'est pas lui-même ses propres marchés, malheureusement encore. Ça veut dire qu'il travaille chez un client où tous les fournisseurs sont agréés, que lui-même il est agréé. Donc il y a un fournisseur qui n'est pas agréé, qui passe par lui. Donc ce qui fait que lui, c'est l'autre là, l'intermédiaire là qui fait. Donc lui, il passe simplement que 10%. Je suis son conseiller, il ne m'a rien dit. Ah, ça s'est éclaté. Premièrement, il a une dette de 18%, parce qu'il ne peut plus aller. Donc c'était vraiment casse-tête qu'on a essayé de gérer. Donc, quand vous avez des contrats avec vos conseillers, quand vous avez des gens avec vous, avant de faire chose, demandez simplement la vie. Parce que ce n'est pas tout l'argent, tous les agents qu'il faut manger. Ce n'est pas parce qu'il y a des millions qu'il faut manger, sinon tu auras des problèmes avec. C'est ça que je comprends. Donc ça c'est de 1. De 2, il a essayé de parler aux clients, mais ils n'ont pas trouvé le temps là-bas. Si moi j'étais avec lui, je n'avais pas payé par les 120 millions, 18% de 120 millions. Alors que c'était janvier à mars simplement. Hein. Je parlais de coûts, ça veut dire qu'il y a encore 3 mois. De avril, mai, juin, des factures qui sont déjà en attente, qui vont subir les mêmes problèmes. En tout cas, ça a été top. Maintenant, pour vous, il va falloir obligatoirement trouver un moyen pour récupérer. Ça, c'est clair. Maintenant, vous allez réfléchir maintenant pour voir comment vous allez faire pour récupérer. Soit en augmentant un peu le produit, en changeant de design, bien voir comment vous allez faire. Vous allez voir, c'est pour cela qu'il y a des sociétés qui ne vendent plus les hamburgers à 1000 francs. Ça, c'était 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Maintenant, c'est revenu à 1200. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est les 200 là, c'est plus la TVA. Oui, parce que ça, auparavant, ils étaient
réel, simplement, établissement réel, simplement. Donc, arrivé à un niveau, ils doivent obligatoirement faire quoi? Facturer la TVA. Donc, ce n'est pas eux qui doivent supporter. Ils sont obligés de changer leur prix à cause de la TVA. On peut aller. Oui. Deux questions terminées. À cause du temps. Oui. Madame, on prend madame. C'est pas une question, c'est un accord. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 50 millions ici, ça veut dire que vous pouvez aussi bénéficier de ce qu'on appelle la mise en échelle. N'est-ce pas? La mise en la mise en échelle. oui, Et puis, il y a pour fabriquer quelque chose, vous avez des coûts fixes. La position d'échelle en grande quantité, position Voilà. en quantité. Maintenant, si vous avez 60 millions par rapport à ce que vous aviez avant, ça veut dire que maintenant vous produisez plus. Mais ce n'est pas forcé que vos coûts fixes aient changé. Donc ça peut aussi combler les TVA de telle sorte que vous n'augmentez pas le prix. Parce que si vous augmentez le prix, alors que quelqu'un était déjà votre concurrent qui était déjà sous TVA, qui a facturé, et maintenant votre prix va le dépasser, ça veut dire que vous allez perdre votre marché. Donc, il faut voir aussi comment est-ce que la mise en échelle aussi va pouvoir vous aider à ne pas, c'est-à-dire quelque part, ça ne sera pas aussi seulement ça, mais aller pédaler encore plus pour avoir plus de clients. Lorsque vous avez plus de clients, votre bénéfice augmente, donc ce que vous allez payer va se compenser. Voilà. C'est pas original. Là, c'est un peu côté entrepreneuriat. Voilà. Il faut vraiment réfléchir. Des fois même, vous sortez d'autres produits phares sur lesquels vous savez que ça, ce sont des produits pour tout le monde. Et il y a des produits phares, vous voyez, c'est un peu... Ça fait vraiment cause d'insomnie. On est désolé. Oui, madame, votre dernière question. Moi, j'aimerais savoir